Merci à tous d'être là. L'idée vraiment, c'était de pouvoir proposer une petite réflexion sur quelle perspective donner à la filière vitier un peu demain. Toutes les questions que ça pose actuellement sur un marché en pleine évolution, que ce soit consommation ou même géopolitique, hein, qui pose un certain nombre de questions. C'était pouvoir essayer de se redonner un peu d'autres perspectives, ce que ça peut être demain, notamment nous, pour reprendre dans le Val-de-Loire, on a des secteurs rouges un peu plus impactés par ce qui se passe actuellement. C'était proposer d'autres réflexions, voir si ça pouvait aider à faire avancer le schmilblick. C'est pour ça qu'on s'est permis de solliciter Karl Frédéric en face de vous qui va animer cette partie-là, plus en se donnant peut-être un petit peu, voilà, qu'est-ce qui pourrait être vendu, qu'est-ce qui pourrait être produit au niveau des vins en 2040. Du coup, peut-être ouvrir la réflexion sur comment on passe de maintenant à demain, se préparer, parce qu'on sait que ces changements-là vont pas se faire en 2 secondes non plus, donc ça nécessite forcément de la réflexion dès maintenant. Je propose qu'on démarre dans cette foulée-là. Un grand merci tout d'abord, David Lothar du CERF France. Merci pour cette proposition de prendre du recul. Je vais commencer du coup par présenter AOC Conseil, me présenter et puis surtout présenter ce sujet. Donc, juste en quelques mots, donc moi j'ai une formation plutôt technique d'ingénieur agronome et œnologue issu de Montpellier, originaire du Grand Ouest. Assez vite, avec des origines bretonnes mais aussi allemandes, on m'a envoyé sur les routes à vendre du vin, aussi bien des Gascognes, des Madirans et aussi des Champagnes. J'étais notamment chez Champagne Bollinger pendant plus de 7 ans, qui m'a permis du coup d'avoir une vision à la fois production et commerce, avec aussi un aspect management, communication et beaucoup d'autres choses. Depuis un peu plus de 5 ans, j'interviens auprès du réseau AOC Conseil. Donc, on est 9 consultants indépendants, franchisés, qui travaillons du coup sur des thématiques autour du commerce, des ressources humaines, du marketing, de la stratégie, donc beaucoup de choses. Et en ce qui me concerne, je suis le référent sur toute la Loire, du Muscadet jusqu'à Sancerre. Concrètement, on accompagne chacun entre 5 et 15-20 domaines sur ces thématiques-là. Et évidemment, l'idée de voir à long terme et de préparer à long terme, ça fait partie de nos missions. Voilà. Alors du coup, quels sont qu'est-ce qui nous a amené à avoir ce sujet? Évidemment, on voit que le monde bouge et il bouge très très vite. Donc on va aborder beaucoup de thématiques différentes sur l'environnement, sur les technologies, sur la société, sur la culture, l'identité aussi. Donc on voit bien que prendre le temps pour se poser un peu et réfléchir où on va, ça paraît intéressant. Alors, comment savoir ce qui va arriver? Donc, la présentation que je vais vous faire s'appuie à la fois sur, si vous voulez, des enquêtes, des études de marché très solides que je vais mentionner. Alors, volontairement, je ne vais pas donner toutes les sources très précisément. Je pourrais vous les donner si vous le souhaitez, évidemment, mais je vais essayer de ne pas être trop détaillé là-dessus et plutôt vous donner directement le fond des études. C'est aussi des ressentis, parfois, avec du coup la centaines de domaines que j'ai pu accompagner depuis bientôt 6 ans. Ça permet évidemment d'avoir des tendances de fond. Et puis, évidemment, celles aussi qui sont réalisées par mes collègues sur toute la France, quoi. Voilà. Alors, comment savoir ce qui va arriver? Évidemment, on n'a pas une boule de cristal. Néanmoins, on voit qu'il y a des tendances fortes. Et puis, bien évidemment, le but, c'est quoi? C'est de vous, que vous soyez en production ou sur des fonctions support, que vous puissiez vous préparer au mieux. Et notamment de définir quels sont les points de vigilance, sachant que les points de vigilance, évidemment, sont différents d'un domaine à l'autre. Pour certains d'entre vous, par exemple, qui s'appuieraient beaucoup sur de la vente export, qui est plutôt porteuse par rapport aux ventes en France, a priori, vous partez plutôt bien. Bon. Certains, au contraire, qui vendraient, par exemple, uniquement à des particuliers assez vieillissants, évidemment, la vigilance n'est pas la même. De la même manière, en fonction de votre âge, en fonction de vos compétences, en fonction de la taille de votre exploitation, les points de vigilance seront assez différents. Donc, le but, évidemment, c'est que vous trouviez à chaque fois ce qui vous correspond dans cette présentation. Alors, qu'est-ce qu'on va aborder? On va commencer par aborder l'aspect environnement et climat, bien entendu. Sur l'aspect production, on sait malheureusement qu'il y a un très fort impact. Alors, je parle de la Loire, mais certains d'entre vous sont en dehors de la Loire. Et bien évidemment, cette question se pose dans toute la France, hein, avec certaines régions encore plus que d'autres. On va évidemment avoir un aspect technologie et innovation qui va éventuellement compenser en partie
les aléas qu'on pourrait avoir sur l'environnement. On va bien évidemment avoir perspective, donc plutôt marché, sur tout ce qui va être société et consommation. On sait très bien que les modes de consommation ont changé, mais ça s'est accéléré. On voit qu'avec le Covid, il y a eu vraiment un gros arrêt des ventes, mais les gens ont consommé chez eux, ils étaient enfermés chez eux. Ensuite, il y a eu une euphorie post-Covid 2021-2022, hein, les chiffres le montrent, notamment à l'export, etc. Et puis, malheureusement, aujourd'hui, on a un contre-coup de ça. Et donc, du coup, on voit qu'on arrive sur des tendances fortes et on va essayer de les comprendre. L'économie et les marchés, malheureusement, on le voit tous les jours, notamment avec les États-Unis, mais il y a pas que ça. Et là aussi, il y a des opportunités. Structure et territoire, là, c'est plutôt comment se structure la filière, on en parlera. Et puis, enfin, un aspect, je dirais, un petit peu plus sur la culture, sur l'identité du vin. Le vin est un produit culturel, c'est un produit de patrimoine. Et là aussi, il y a des choses qu'il faut aborder pour bien les comprendre. Alors, je commence par aborder l'aspect environnement et climat. Et en clin d'œil, vous verrez que j'ai mis, si vous voulez, j'ai mis cette image créée par ChatGPT, tout simplement, puisque ChatGPT, on n'en parlait quasiment pas il y a 2 3 ans, et juste en quelques clics, voilà, en demandant, je lui ai fait lire tout simplement cette présentation que j'avais réalisée moi-même, je vous rassure. Et donc, du coup, il m'a sorti voilà, quelques photos, quelques visuels, juste en quelques clics, quoi. C'est juste un petit exemple, si vous voulez, pour voir à quel point des choses qu'on n'imaginait pas forcément il y a quelques années peuvent se développer. Alors attention, hein, évidemment, la technologie, ça a beaucoup d'avantages, mais ça a aussi quelques inconvénients. Donc, sur cet aspect environnement et climat, quels sont d'abord les effets attendus et puis après, on verra voilà, quelles sont un peu les recommandations. Si on s'appuie sur les chiffres, alors notamment l'atlas agroclimatique d'Interloire, hein, ceux qui sont rattachés à Interloire, je vous engage à regarder ça, c'est très intéressant. Si vous voulez, on a déjà une estimation des augmentations de température prévues d'ici 2100 sur une échelle assez précise. Donc, on sait qu'on aura une augmentation de 1,5 degré à 4 degrés d'ici 2100 et malheureusement, on risque de s'approcher plutôt des 4 degrés. Alors, qu'est-ce que ça va entraîner? Malheureusement, si vous voulez, même si ça paraît des petites augmentations, on voit que ça déséquilibre un petit peu tout. Et on l'a malheureusement déjà pas mal connu. Une augmentation d'à peu près 20%, comment dirais-je, de la température va multiplier par 2 à 4 les aléas climatiques extrêmes. Donc ça, ce sont des chiffres qui sont assez connus quand on parle, par exemple, avec les organismes rattachés aux assurances, etc. Ce sont des choses, on va avoir un effet multiplicateur très important. Donc, les aléas climatiques extrêmes, quels sont-ils? On va avoir le gel, qu'on a malheureusement connu à plusieurs, voilà, régulièrement dans la Loire. On va avoir éventuellement de la grêle. On va avoir au contraire de la sécheresse, des pics de chaleur, des événements qui n'avaient que très rarement lieu il y a encore quelques années, qui se multiplient. Peut-être que certains d'entre vous connaissent le référentiel du vigneron. C'est donc une méthode pour calculer son coût de production réalisé par la Chambre d'agriculture. Il donne aussi des références, des coûts de production par rapport à une taille d'exploitation, etc. Et AOC Conseil est associé à ce référentiel du vigneron sur la partie frais de commercialisation. Et pour vous donner une idée, on est parti sur des hypothèses que tous les 10 ans, il y a 2 récoltes qui sont détruites par des conditions climatiques. Voilà. Donc, évidemment, on pourrait se dire, comment on va faire si on perd 2 récoltes tous les 10 ans, voire un peu plus? Évidemment, on peut le prendre en compte. On peut le prendre en compte, mais on sait que va avoir un impact fort sur le coût de production. Voilà. Donc, ce sont des choses qui sont évidemment intéressantes à calculer. Ensuite, on va avoir une pression accrue des maladies et des parasites. On l'a connu notamment sur 2024, avec une année mildiou extrêmement forte, hein. Peut-être que certains d'entre vous, cette année, ont une recrudescence des vers de la grappe, par exemple. Donc, on sait que si on a des aléas climatiques forts,
on va avoir aussi une pression plus accrue des maladies et des parasites. Montée des températures moyennes, qui va avoir du coup comme conséquence des profils aromatiques un petit peu différents, des dates de vendange un petit peu différentes. Et puis stress hydrique aussi plus fréquent, ce qui peut jouer évidemment sur la maturité du raisin, ce qui peut aussi jouer sur le volume produit. Donc ça, ce sont des choses voilà, qu'on connaît, qui sont plutôt bien documentées. Alors, comment du coup faire face à ça? Une adaptation, pardon, ouais, pour finir, croissante de certains cépages traditionnels, hein. Alors, je dirais que dans la Loire, pour l'instant, on ne le voit pas encore trop, mais dans d'autres régions, on se rend compte que voilà, certains cépages qui étaient assez équilibrés avec, par exemple, à la fois voilà, des tanins assez présents, mais une certaine fraîcheur, avec l'augmentation des températures, on va avoir un côté, on va dire, un peu plus confituré, un peu plus lourd finalement, hein, de certains cépages. Et donc, la question qui se pose sur des changements de cépage. Donc, les conséquences de ça, quelles sont-elles? Évidemment, premièrement, un risque accru de perte de récolte ou de baisse de qualité et surtout une augmentation du coût de production. Donc, on y reviendra, hein, si vous voulez, pour pouvoir bien travailler ces changements, cette évolution, il faut avoir des chiffres. Et réussir à avoir son coût de production, c'est quelque chose qui est évidemment primordial. Et bien évidemment, c'est là que le Serpens intervient largement, à la fois parce que il peut vous aider à calculer ce coût de production, mais en plus, ils ont la possibilité d'avoir des comparatifs anonymes en fonction de votre exploitation. Par ailleurs, on va aussi avoir sans doute certaines zones qui vont être abandonnées. Alors 2040, on est dans 15 ans, c'est bientôt, mais on va avoir très probablement certaines zones gélives, certains bas-fonds, les zones qui correspondent le moins à cette évolution, qui vont être peut-être abandonnées, avec finalement un recentrage des plantations sur des coteaux peut-être plus résilients, notamment ceux qui vont permettre de garder un peu plus de fraîcheur, ceux au contraire qui seront les moins gélisses. Voilà, donc on va probablement avoir une sélection, si vous voulez, des endroits des vignes les plus intéressantes. Alors, je décale juste, voilà, hop, je fais rentrer quelqu'un dans la salle. Alors, j'ai mis une petite balance. La petite balance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a sans doute un équilibre qui va se créer avec, d'un côté, si vous voulez, on va perdre quelque chose d'un côté, mais d'un autre côté, on va gagner quelque chose à un autre endroit. C'est-à-dire que on va avoir a priori une perte dans certaines zones, mais ça va finalement un peu s'équilibrer parce que, comment dirais-je, une baisse de la consommation sera à mettre en face d'une baisse de la production un petit peu subie, quoi. Introduction évidemment possible de cépages du Sud. Alors, cépages du Sud au sens très large, voire retour de cépages anciens, des cépages qui n'étaient pas forcément utilisés parce qu'ils n'arrivaient pas à maturité ou parce qu'ils étaient un petit peu trop acides. Ce sont des cépages qui peuvent être éventuellement intéressants. Tout ce qui va être aussi VIFA avec des utilisations de cépages voilà, qui reviennent, sélection massale aussi, des choses qui peuvent être assez intéressantes. Évidemment, ça, c'est quelque chose que la filière prend en compte, hein, qui est travaillé, mais malheureusement, ça prend du temps. Évidemment, hein, vous le savez, quand on teste des cépages, etc., tout ça, ça prend pas mal de temps. Et donc, on va être obligé, du coup, d'essayer d'accélérer les choses. Alors, je vous engage évidemment à vous impliquer sur des choses collectives, hein, pour réussir à faire évoluer l'utilisation de ces cépages. Mais je vous incite aussi, d'un point de vue individuel, à pourquoi pas tenter des choses, voilà, avec certains cépages. Alors, évidemment, vous seriez, par exemple, en vin de France, mais voilà, à tenter vous-même des choses avec vos propres parcelles pour que les choses aillent un peu plus vite, quoi. Évidemment, on peut aussi avoir une certaine tension par rapport au cahier des charges des AOC. Alors, les cahiers des charges des AOC sont choisis par les vigneronnes et par les vignerons, donc c'est vous qui décidez. On sait que ça prend du temps, voilà, pour avancer une date de récolte, pour prolonger un temps d'élevage, pour faire entrer des nouveaux cépages.
Donc, sans doute que certains vignerons se diront, moi, tant pis, il faut que ça aille plus vite. Donc, peut-être qu'une partie de ma production va sortir de l'AOC. Voilà. C'est des choses qui risquent d'arriver. Évidemment, attention, hein, les AOC permettent de mettre en valeur une certaine typicité et donc de gagner en valeur sur certains vins. C'est aussi le collectif qui permet d'avancer à plusieurs, d'être plus fort à plusieurs. Mais peut-être que, il y aura la possibilité aussi, à côté, de faire des choses plus individuelles et tenter des choses, je dis n'importe quoi, avec un vionnier voilà, en IGP sur certaines parcelles, certains cépages, pourquoi pas tenter, je sais pas moi, du Riesling, augmenter un peu plus l'encépagement, par exemple, en Pinot Donis, en Syrah, etc., sur des zones où il n'y en avait pas avant. Un dernier point, évidemment, quand on a des aléas climatiques, on a des grosses récoltes, on a des petites récoltes, et évidemment, la question de la gestion des stocks va être plus difficile. C'est aussi une des choses qu'on apporte hein, dans les accompagnements qu'on fait chez AOC Conseil. Alors, je ne parle pas de mettre en place des allocations. Je parle bien d'une gestion de stock. Tout simplement, se coordonner avec ses plus gros clients. Il y a des manières de le faire hein, pour avoir des réponses, pour que les gros clients continuent évidemment de commander. S'il y a une petite récolte, il y a plusieurs manières d'étirer, si vous voulez, les stocks. Alors, évidemment, une augmentation de tarifs, mais aussi peut-être décaler un petit peu le processus pour soit avoir des stocks un peu plus tôt, soit avoir des stocks un peu plus tard, etc. La question aussi, pourquoi pas, d'acheter du raisin en négoce qui peut se poser. Donc, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer et on y reviendra. Voilà, donc par rapport à l'aspect environnemental, évidemment, c'est très, très important et sans doute que vous êtes déjà, voilà, vous avez déjà ces points en tête. Alors, je vais en aborder d'autres, notamment tout ce qui est technologie et innovation. Donc, tout ce qui va être technologie et innovation, on va avoir, premièrement, bien évidemment, un déploiement de tout ce qui est robotique et automatisation dans les vignes. On a de plus en plus, alors ça vient doucement, mais ça vient. On va avoir des robots qui vont pouvoir travailler dans les vignes. On est au-delà de la période de test. Alors certes, ce sont des investissements assez importants, mais on a pas mal de choses qui peuvent exister. Et puis aussi tout ce qui va être cartographie du vignoble, comment dirais-je, modélisation du vignoble sur les traitements, etc., etc. Donc voilà, tous ces suivis des parcelles hein, avec des capteurs, des drones, de l'IA. Donc ça, ce sont tous les partenaires conseillers Viti hein, qui les utilisent. Donc ce sont des choses qui peuvent exister. Après, évidemment, on verra que ça a aussi un impact sur votre coût de production. Développement des outils d'aide à la décision météo, avec évidemment les stations météo, tout ce qui va être sanitaire aussi. Montée en puissance de tout ce qui va être aussi canaux numériques. Donc là, on sort un peu de la production, mais on va plutôt aborder l'aspect vente, marketing, etc. Il y a beaucoup de choses évidemment qui peuvent être utilisées avec les technologies. Certains d'entre vous l'utilisent déjà, mais ça va être évidemment tout ce qui va être développement des ventes en ligne, des applications aussi qui ont pris beaucoup d'ampleur. Je pense à Twitch, je pense à Vivino par exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Des étiquettes connectées. Les QR codes aujourd'hui sont obligatoires pour l'aspect, on va dire, législatif, mais on peut aussi imaginer des choses pour avoir un lien plus direct avec ses clients. On va avoir aussi une augmentation des outils, tout simplement avec des SMS, par exemple, pour relancer des commandes. Beaucoup de choses qui se sont mises en place hein, pour la vente aux particuliers en direct. Donc, pas mal de choses qui peuvent exister. Tout ce qui va être aussi tout simplement des newsletters en ligne avec, par exemple, Mailchimp, Brevo, des choses comme ça, qui permettent aussi d'évaluer s'il y a un intérêt de la part de ses clients. Et évidemment aussi tout l'aspect à distance avec les visios. On l'a vu par exemple avec les salons professionnels qui se faisaient à distance hein, sur des plateformes numériques. Donc ça, ce sont évidemment des choses qui sont possibles. On va aussi avoir l'IA qui va bien sûr permettre de réfléchir à des modèles de prospection. Certains logiciels de gestion comme Vitisoft, Bacchio, Wineries qui intègrent directement de l'IA dans leur outil de relance. Donc tout ça, c'est des choses qui sont assez nouvelles, qu'il faut savoir maîtriser. Attention hein, à ne pas tomber dans l'usine à gaz. Mais voilà, ce sont des choses évidemment qui peuvent largement booster l'efficacité.
au-delà de l'aspect vigne et de l'aspect vente, il y a aussi bien sûr l'aspect vinification, avec pas mal de capteurs aussi qui peuvent être mis en place avec des vinifications de précision et pourquoi pas des choses sur mesure pour certains marchés. Je pense notamment au marché de monopole qui recherche des profils assez particuliers. Moi, je me souviens quand j'étais il y a bientôt 20 ans en Californie, j'étais dans le groupe Constellation pour du marketing. Et bah, là-bas, en fait, bah, c'était le marketing qui choisissait le profil des vins. Donc, on peut largement imaginer que bah, ça soit plutôt le marché qui décide, en tout cas pour une partie de la production. Alors, malheureusement, on est sur une démarche un peu plus industrielle, hein, avec un profil aromatique, des sucres résiduels, même des arômes qui correspondent aux attentes du marché. Mais on a déjà une partie aujourd'hui de la production qui est sur ce profil-là. Sans citer de nom, voilà, je pense par exemple à certains côtes de Gascogne, on a clairement le marché qui décide du profil du vin qui va être réalisé de manière assez technologique ensuite. Voilà. Donc ça peut être aussi imaginé à une petite échelle sur des domaines de 30, 40, 50 hectares pour réaliser des cuvées un petit peu sur mesure et encore plus facilement avec du négoce. Donc tout ça, c'est possible. Toutes ces technologies, si vous voulez, ça compense en partie les soucis qu'on risque d'avoir avec le climat. Par contre, attention, ces innovations, elles nécessitent aussi des investissements. Si je parle de robots dans la vigne, évidemment, ce sont des investissements assez conséquents. Les outils type IA sont pas très chers. Encore faut-il bien les utiliser. Donc, je vous conseille fortement de bien vous former là-dessus. Et puis, évidemment, bah, tout ce qui va être outils d'aide à la décision, capteurs, etc., que ce soit à la vigne ou à la cave, ce sont quand même des investissements qui sont assez importants. Les conséquences de ça, bah, malheureusement, qui dit investissement dit un risque de fracture entre certaines entreprises qui peuvent se le permettre et puis d'autres qui pourraient moins se le permettre ou qui seraient moins à l'aise pour se former. Donc, on risque d'avoir, si vous voulez, une certaine polarisation entre deux types d'entreprises et on verra que cette polarisation, elle risque d'apparaître aussi sur des tailles d'exploitation. Réduction de la pénibilité, donc ça évidemment c'est quelque chose de positif, et du besoin de main-d'œuvre directe, notamment avec l'utilisation des robots. Alors on aura toujours besoin de personnes pour gérer des robots, hein. Néanmoins, on peut imaginer qu'il y a un effet de compensation entre d'un côté une difficulté à recruter et puis d'un autre côté, voilà, l'utilisation d'un peu plus de technologies, notamment à la vie. Besoin aussi de nouvelles compétences techniques. Alors, vous allez me dire, bah, déjà, on a des compétences en production, en commerce, en marketing, en gestion, en RH. Donc, maintenant, il va falloir être un pro de la robotique, de tout ce qui est data digital. Bah oui, c'est vrai que c'est mieux. C'est vrai que c'est mieux. Alors, bien évidemment, vous pouvez aussi vous faire accompagner, hein. On n'a pas besoin d'être expert partout, mais on peut quand même, voilà, avoir connaissance de ce qui peut exister. Ce qui est intéressant, c'est que cette technologie, elles permettent en général d'avoir une meilleure traçabilité. On va avoir de plus en plus de demandes de traçabilité, notamment pour l'export, notamment pour des marchés dont j'ai parlé comme des marchés de monopole, mais pas que. Et puis, ça peut être aussi un outil pour se différencier. On y reviendra sur l'aspect communication. Avoir des cuvées assez spécifiques, ça va être évidemment un outil de différenciation assez intéressant. On verra aussi bah, que ça peut vous aider à développer un peu mieux une gamme avec certaines cuvées assez phares dans votre production et puis certaines micro-cuvées qui sont assez personnalisées. Donc, avoir finalement une gamme assez complète entre des cuvées où vous avez des volumes assez conséquents et donc qui font, je dirais, le fond de commerce, entre guillemets, et puis des cuvées plus petites, personnalisées, un petit peu sur mesure, si vous voulez, voilà, comme si on avait dans un restaurant bah, le menu à la carte voilà, qui tourne. Et puis, de temps en temps, bah, on fait un plat un petit peu atypique pour une occasion. Voilà. Donc, l'idée, ça peut être intéressant de faire ça avec, encore une fois, l'idée de répondre à la fois à des gros marchés et à des marchés spécifiques. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a déjà quelques remarques. Je continue sur l'aspect du coup société et consommation.
Je l'ai déjà un petit peu abordé, hein. On a abordé plutôt l'aspect production, mais en face de nous, bien évidemment, il y a des consommateurs. Dans la filière, on a parfois un peu tendance à les oublier, en tout cas à pas les prendre en compte. Et donc, cette image humoristique, bah, elle montre quelqu'un qui se balade avec un verre de vin, mais qui a un haltère, et donc qui veut en même temps faire du sport. Voilà. Alors, quels sont les effets attendus? Premièrement, bien évidemment, un vieillissement de la population. Vieillissement et puis aussi, bah, malheureusement, disparition d'une partie de la population qui consommait pas mal. Je rappelle qu'aujourd'hui, en France, plus d'une bouteille de vin sur deux est consommée par un retraité. Voilà. Donc, on peut considérer que le vin fait partie de la silver economy. Donc, plus d'une bouteille sur deux en France est consommée par quelqu'un qui est à la retraite. Alors, vous allez me dire, bah, des retraités, il y a de tout. Il y a des gens qui consomment beaucoup, des gens qui consomment moins, etc. Mais c'est quand même important à prendre en compte. Ce ne sont pas forcément ceux qui achètent le plus cher. Voilà, c'est la fourchette 30-40 ans qui achètent le plus cher. Néanmoins, ce sont des gens qui, en volume, sont les premiers. Il y a par ailleurs un hygiénisme culturel. Alors, j'aime pas trop ce mot hygiénisme parce que ça fait un petit peu victimisation. Néanmoins, bah, je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. Aujourd'hui, voilà, boire du vin, c'est un peu has-been. Voilà, c'est un peu ringard, malheureusement. Donc, on voit évidemment qu'il y a des limitations avec la loi E20, évidemment, sur cette consommation de vin. Ça peut se comprendre. Néanmoins, ce côté je veux pas trop consommer, il est de plus en plus fort. Les gens cherchent à faire de plus en plus de sport, à se modérer de plus en plus. On a une baisse de l'alcool et ça inclut aussi des populations plus vieillissantes. Voilà. On va avoir par exemple des gens qui ont 65, 70 ans, qui sont en forme, qui pourraient boire un verre de temps en temps, voire quelques verres de temps en temps. Mais non, ils vont eux aussi chercher à se modérer. Et quand je vous dis modérer, c'est pas du tout consommer. Voilà. Moi, j'ai un exemple de voisins qui sont retraités, qui sont en pleine forme, mais même eux, un vendredi soir, on leur propose de boire un verre d'alcool, ils vont préférer un jus de pomme. Voilà. Alors que bah, d'habitude, ils consommaient du vin. Et je pense que voilà, chacun d'entre nous, même si on est dans la filière vin, on a peut-être un peu tendance à consommer un peu moins qu'avant. Alors, peut-être qu'il y avait quelques abus, mais c'est une tendance de fond qui est assez importante et qui va sans doute pas aller en s'améliorant. Par ailleurs, donc, grâce à une super étude de l'IFOP, il y avait du coup une étude sur ce qui expliquait la consommation de vin en France. Et en fait, on parle souvent des jeunes qui ne consomment plus. Bon, alors c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Les jeunes ne consomment plus. Pourquoi? Parce que justement, il y a une certaine ringardisation du vin, c'est-à-dire que avant, on pouvait avoir l'image du bon vivant, c'était plutôt le père qui transmettait aussi ça à ses enfants. Bon, maintenant, c'est plutôt le grand-père. Donc déjà, on a un décalage d'une génération. Par ailleurs, on a un effondrement des repas familiaux traditionnels. Alors, sans doute que si je vous parle du poulet rôti du dimanche midi, quand on invitait les grands-parents, ça va parler à pas mal de personnes. C'est quelque chose qui existe de moins en moins, avec notamment l'explosion de la cellule familiale, avec des familles monoparentales qui ont aussi explosé. Une consommation plus individuelle, notamment en déplacement, en semaine, en snacking, donc des choses en gros vite fait, bien fait. On prend un sandwich, on prend un truc assez rapide. C'était des choses, si vous voulez, qui existaient très peu il y a encore 10-20 ans. On avait beaucoup plus de la restauration collective, que ce soit voilà, sur des entreprises, etc. Aujourd'hui, on va être beaucoup plus sur des petites choses vite fait, bien fait, entre guillemets, pour lesquelles on ne consomme pas de vin. Donc, on passe de moins en moins de temps aussi à la restauration, aussi parce qu'il y a du télétravail. Qui dit télétravail dit on mange chez soi ou on mange vite fait. Et donc, si on ne mange pas à plusieurs, si on ne se fait pas un restaurant même vite fait, on va encore moins consommer de vin. Donc, il y a vraiment une multitude de facteurs qui vont aller vers une baisse de la consommation, notamment en semaine, mais même pendant le week-end. Voilà.
Pour ce qui est du type de consommation, donc, on voit qu'on a aussi des tendances de fond. Là, je vous apprends rien sur moins de consommation de vin rouge, notamment des rouges assez puissants, assez structurés, et une consommation plus forte sur des bulles et sur des blancs entre guillemets frais, donc avec voilà une certaine fraîcheur, élégant, une certaine tension, des choses assez aromatiques. Donc ça, on sait que ce sont des tendances de fond, hein. On le voit d'ailleurs sur les chiffres. On a sur certaines appellations de rouge des chiffres qui sont toujours bons, mais ce sont souvent des profils de rouge assez légers, assez ronds sur le fruit, etc. Donc ça, ce sont aussi des choses à prendre en compte, bien évidemment, puisque sur la production, ça ne se fait pas du jour au lendemain de changer ce genre de profil de vin. Un autre point, c'est éventuellement le développement de véhicules autonomes. Les véhicules autonomes, en gros, c'est vous n'êtes pas concentré pour le conduire. Le véhicule se conduit tout seul. C'est des choses qui existent déjà depuis quelques années. Alors, aujourd'hui, on n'en voit quasiment pas en France, mais c'est des choses qui peuvent venir très rapidement. Voilà. Aujourd'hui, la technologie le permet, sans qu'il y ait aucun accident, si vous voulez. Donc, on peut tout à fait imaginer que, grâce à ça, il y ait éventuellement un peu moins de pression sur la consommation d'alcool au volant, et donc, du coup, qui est finalement une limitation de la baisse de la consommation pour pouvoir utiliser son véhicule. Et puis, gros sujet, est-ce que le cannabis va être officiellement légalisé ou pas? Alors, je lance pas du tout, je suis pas du tout un aficionado, mais bah, on sait qu'il y a une consommation très forte de cannabis, qui est du coup aujourd'hui illégale, mais elle existe, elle est dans les mœurs, hein, c'est clairement, voilà. Est-ce que s'il y a une légalisation du cannabis qui est loin d'être utopique, hein, aujourd'hui, il y a une utilisation médicale qui est officielle dorénavant. On pourrait imaginer que sur des événements festifs, pour des soirées, les gens qui étaient plutôt sur le vin se tournent vers le cannabis. C'est tout à fait possible. Il y a plusieurs, comment dirais-je, prétendants au présidentiel qui sont tout à fait ouverts, on va dire, sur la question. Et donc, on peut imaginer qu'il y a une certaine concurrence entre le vin, le cannabis ou d'autres moyens, on va dire, euphorisants. Voilà. Les conséquences de tout ça, c'est quoi? Bah, malheureusement, hein, vous le savez, baisse de la consommation globale. Ce chiffre, il est officiel, il s'appuie sur différentes études, moins 25% de consommation d'ici 2034. En moins de 10 ans, la consommation de vin en France va baisser d'un quart. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est très fort, hein, qui s'est accéléré. C'est bien ça qu'il faut retenir, c'est que on a eu évidemment depuis les années 60 jusque dans les années 2000 une baisse très forte, hein, en gros de 150 litres à une quarantaine de litres. On avait quelque chose d'assez stable finalement depuis 10 ans à peu près, mais là il y a une accélération par rapport à tous les facteurs dont je vous ai parlé. Donc il faut bien avoir ça en tête, quoi. Risque de concurrence accrue du cannabis sur les usages festifs, comme je vous le disais. Voilà, alors c'est une hypothèse, hein, mais je pense que c'est une tendance de fond qu'il faut aussi prendre en compte, notamment auprès des plus jeunes, mais pas que. Voilà. Développement d'une premiumisation du vin, consommer moins mais mieux. Alors ça, évidemment, c'est quelque chose qui est très fort, qui a plus de 20 ans, qui s'accentue largement. Pour vous donner une idée, il n'y a que 10% des vins vendus en France qui sont vendus au-dessus de 7 euros TTC. D'accord? Que 10% des volumes vendus en France au-dessus de 7 euros TTC. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, 90% des vins, on ne peut pas dire que ce soit du premium. 7 euros TTC, c'est un petit niveau de premium, si vous voulez. Donc, cette partie en dessous de 7 euros TTC va avoir tendance à décroître et celle au-dessus va avoir tendance à augmenter. Il y a quelques années, quand on parlait avec des cavistes, ils disaient que le prix psychologique, c'était autour des 10 euros. Bon, aujourd'hui, quand on parle avec pas mal de cavistes, on voit que le prix psychologique, c'est-à-dire où il y a un décrochage, c'est plutôt 15 voire 20 euros en fonction de l'endroit. Donc, on voit bien quand même qu'il y a une premiumisation du vin. Les gens achètent beaucoup moins qu'avant. Ils vont acheter une bouteille de 3 euros peut-être, mais ils sont prêts à mettre 15-20 euros. Si vous regardez votre propre consommation, vous êtes certainement plus à même de mettre plus d'argent dans une bouteille qu'avant. Voilà. Donc,
ça fait partie des mœurs, quoi. C'est une tendance de fond qui est évidemment rassurante et qui va du coup compenser en partie l'augmentation du coût de production qu'on a eu. Après, attention, la premiumisation du vin, c'est pas juste augmenter les tarifs, c'est accompagner cette augmentation de tarifs sur le profil, sur le discours et beaucoup d'autres choses. Évolution aussi de la distribution en conséquence. Aujourd'hui, la grande distribution qui réalise la majorité des ventes en France n'est pas forcément très bien outillée pour faire de la prémomisation du vin. Alors certains le font, mais on n'a pas forcément un prescripteur, si vous voulez, qui va expliquer le vin et qui va justifier le fait qu'on paye plus cher. Donc on a quand même plutôt un développement du circuit traditionnel qui risque d'arriver, notamment les cavistes, même si on a eu un peu un effet avec pas mal de cavistes qui se sont installés et beaucoup qui galèrent un peu. Si vous voulez, le gâteau de vente des cavistes n'a pas augmenté assez vite pour compenser les nouveaux établissements. Les cavistes restent néanmoins voilà, avec des plutôt bonnes ventes. Alors, en général, les cavistes se plaignent, mais si on regarde les chiffres de l'année dernière sur Vitisphère, on est à moins 3,9% de ventes sur la France en global, avec certaines zones, notamment sur la Bretagne et la Normandie, qui progressent encore. Voilà. Si les cavistes sont parfois pas contents, c'est justement parce que il y a plus d'acteurs, il y a plus de caves qui ouvrent, et donc évidemment, ils doivent se partager le gâteau, quoi. Voilà. Mais personnellement, je suis persuadé que le circuit prescripteur qui passe notamment par des cavistes et par quelqu'un qui va vous expliquer le vin est plutôt porteur. Il est aujourd'hui minoritaire, mais il est en lien avec cette premiumisation du vin. Alors, bien évidemment, pour ceux qui travaillent en GD, continuez à le faire, mais pensez à vous ouvrir à d'autres marchés, ainsi que, évidemment, tout ce qui va être restauration et puis aussi export. Je vous disais tout à l'heure qu'on a une consommation de plus en plus individuelle. Aujourd'hui, une bouteille de vin, c'est 75 centilitres. Quand on est seul ou quand on est à deux, on se dit, ah ben non, on va pas ouvrir une bouteille pour deux personnes. Bon, sauf si on a quelque chose à fêter. On se pose beaucoup moins de questions sur les formats de bouteilles de bière. Voilà. Donc, il y a évidemment la question qui se pose, est-ce que j'ouvre de l'alcool tout seul ou pas? Mais on est beaucoup plus ouvert à le faire sur une petite bouteille de bière que sur une grosse bouteille de vin. Voilà. Donc, on va avoir cette question sur le format euh, du vin, qui est très, très important, et puis aussi sur l'évolution du profil des vins, comme je disais, avec encore plus des vins qui doivent être prêts à boire. Je rappelle qu'il y a à peu près 5% des Français qui ont des bonnes conditions pour garder du vin dans une cave. Donc, ça ne sert à rien de faire des vins en disant mes vins, il faut le garder 3 ans avant de le boire. Personne ou presque personne n'a de bonnes conditions pour garder son vin. D'où l'intérêt d'avoir des profils de vin plus souples et plus prêts à boire. Développement aussi de l'expérience au détriment du produit. Euh, il y a quelques années, quand on allait voir un vigneron, une vigneronne, on parlait des vins qu'il nous avait présentés. Ah bah, j'ai trouvé un super vin ce week-end, je suis allé voir un domaine. Aujourd'hui, on va plutôt mettre en avant, ah, bah, il m'a expliqué plein de choses sur le vin, j'ai découvert ça, comment consommer le vin, comment le servir, etc. Donc, on va vraiment avoir ce côté expérience, c'est-à-dire que c'est tout ce qu'il y a autour du produit qui va être intéressant. Ça va être tout le cérémonial. Voilà, on va pas juste ouvrir une bouteille de vin et entre guillemets mettre le nez dans le verre pour chercher les arômes, pour chercher l'accord, etc. C'est vraiment tout ce qui va aller autour. Je m'achète une bouteille de vin, je vais réfléchir au plat qui va bien avec, voilà, aux verres qui vont avec, qu'est-ce qu'il a à me raconter, etc., etc. Donc cet aspect expérience, si vous voulez, est beaucoup plus fort que l'aspect produit, mais dans la communication, il va falloir donner les clés pour apporter plus d'expérience, si vous voulez. On y reviendra sur l'aspect notamment no tourisme. Plutôt que d'avoir une approche marché, plutôt que d'avoir une approche produit qui va expliquer le produit, on va plutôt avoir une approche marché qui va permettre au consommateur de mieux comprendre le produit. L'approche produit, c'est quoi? C'est quand vous parlez du terroir, des cépages utilisés, du type de vinification. Ça, c'est l'approche produit. C'est une approche qui est souvent un petit peu élitiste.
qui ne permet pas forcément d'accrocher tous les consommateurs. Par contre, l'approche marché, par exemple, à quelle température le déguster, comment servir le vin, avec quoi, à quelle occasion, ça, c'est une approche marché. Voilà. Et donc, du coup, on voit qu'on a globalement une baisse des connaissances sur le vin, en tout cas sur l'approche produit. Et donc, pour ne pas perdre une clientèle et pour ne pas ringardiser le vin, il faudra essayer de développer une approche plutôt marché. En effet, on a évidemment l'aspect onotourisme et puis expérience immersive au domaine, mais aussi pourquoi chez les distributeurs qui va être encouragé. Aujourd'hui, on a énormément de soirées dégustation chez des cavistes. Il y en a beaucoup qui le font depuis un moment, mais on a eu vraiment une explosion de cette offre-là, tout simplement parce que, encore une fois, on cherche une expérience. Je vais chez mon caviste pour découvrir des choses, pour déguster des vins avec d'autres personnes qui s'y connaissent ou qui s'y connaissent moins. Je suis là pour avoir une soirée dégustation plutôt que juste consommer un vin de Bourgogne, de Bordeaux, du Rhône, etc., etc. Voilà. Et donc, à la fois chez le distributeur, mais aussi bien évidemment pour le tourisme. Avant, j'allais au caveau, je dégustais les vins, je partais avec. Aujourd'hui, bah, j'ai envie d'avoir un peu plus de choses, d'avoir une expérience un peu plus globale et je suis prêt éventuellement à mettre le prix pour ça. Voilà un petit peu sur l'aspect du coup société et consommation. Alors, économie et marché. Donc, je l'ai abordé un peu, hein, évidemment, la consommation qui va baisser donc du coup sur l'ensemble de la population française. Et ça va évidemment avoir un impact sur la distribution. Donc, baisse des ventes en grande distribution. Si je vous dis par exemple que l'enseigne Intermarché, cette année, baisse de 20% son rayonnage dédié au vin en termes de surface. Voilà. Il y a plusieurs grandes enseignes comme ça. Si vous allez dans les rayons de vin, vous voyez que ça a beaucoup évolué avec pas mal de propositions comme des vins sans alcool, comme des choses, des spiritueux, des rhums arrangés, pas mal de choses plus festives, si vous voulez, plus, voilà, plus expérience, justement, des coffrets, pas mal de choses comme ça. C'est un peu le cas aussi, comment dirais-je, pour la bière, hein. On va un peu plus sortir des bières, entre guillemets, industrielles, des grosses marques qu'on connaît tous, pour avoir un peu plus des bières artisanales. Bon, et ben du coup, il faut l'avoir en tête et ça sera de plus en plus concurrentiel si vous voulez de vendre en grande distribution. Alors, il y a des choses qui sont tentées pour mieux faire connaître le vin auprès des consommateurs chez certaines enseignes, mais ça reste assez compliqué. Le modèle foire au vin se maintient, mais ça reste quand même compliqué. Les volumes ne sont pas en général ceux qu'on avait il y a encore quelques années. Déclin du vrac et des volumes à bas prix. Donc là aussi, on va avoir des choses compliquées. Alors, vrac, que ce soit vendu par le domaine ou aussi par rapport, je dirais, aux négociants si vous revendez en vrac. Donc ça, ce sont des choses aussi qui sont compliquées, tout simplement parce qu'elles correspondent plus ou de moins en moins au marché. On va avoir par contre une croissance de l'aspect en direct avec pourquoi pas aussi des abonnements. Alors, ça reste timide, mais toutes les plateformes d'abonnement en ligne, comme Le Petit Ballon, 3x20, etc., qui n'existaient pas il y a quelques années, ça reste un peu fragile, mais néanmoins, voilà, ils arrivent sur le marché. On va aussi avoir éventuellement des clubs privés, hein, des clubs privés, c'est-à-dire vous avez un club de vos meilleurs clients et vous allez leur proposer des choses. Un peu sur le modèle de certaines marques voilà, de voitures, d'habits, etc., des ventes privées, etc. On va avoir ça de plus en plus auprès directement du consommateur. Alors, ce qui est intéressant, c'est évidemment de mieux connaître ce consommateur et d'avoir des marques plus intéressantes. C'est d'une certaine manière, si vous voulez, le côté Amazon, quoi. De plus en plus de personnes vont chercher à acheter en direct sur Internet plutôt que d'aller dans un détaillant, dans un revendeur. Ils auront l'impression déjà de faire des comment dirais-je, d'avoir des meilleurs prix. C'est pas forcément le cas, mais surtout, c'est beaucoup plus pratique, quoi. Autre facteur, évidemment, instabilité géopolitique internationale. Donc ça, évidemment, c'est compliqué. Ceci dit, ça a toujours existé. Alors, sans doute que c'est particulièrement le cas en ce moment.
mais il faut aussi le prendre en compte et on verra les effets secondaires. En effet, néanmoins, il y a une dynamique à l'export, notamment vers les marchés émergents. Alors, les marchés émergents, ce sont les marchés qui viennent après les marchés un peu traditionnels. Je pense à certains marchés d'Asie du Sud-Est, le Vietnam, la Corée, peut-être l'Amérique, notamment le Mexique, certains marchés qui étaient un peu secondaires avant, comme le Danemark. Donc, il y a une certaine dynamique. Et de toute manière, je dirais qu'on n'a pas le choix. Il faut se développer à l'export pour compenser la baisse sur la France. Développement aussi de gammes sur mesure, ultra ciblées. On voit voilà, que de plus en plus, on va chercher, si vous voulez, tel type de profil de vin en fonction de tel marché. Puis, et là je parle plutôt sur la Loire, hein, on va quand même avoir aussi une arrivée progressive d'investisseurs français et étrangers sur la Loire, alors pas forcément que sur la Loire. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui est aussi à venir, avec notamment une capacité d'investissement, mais aussi, je dirais, une logique, comment dirais-je, d'entreprise, plutôt qu'une logique d'entreprise familiale. Et puis, pour se lancer quelques fleurs sur la Loire, on a une certaine dynamique, hein, les chiffres le montrent sur la Loire. Bon, peut-être qu'on part d'un peu bas sur cette région, mais on a un côté Nouvelle-Bourgogne sur la Loire avec une certaine dynamique sur l'image de la Loire. Et donc, du coup, c'est aussi des choses qui sont positives avec une dynamique sur les interpros, les appellations, etc., qui est évidemment porteuse, quoi. Les conséquences de tout ça, c'est quoi? Évidemment, pour faire face, si vous voulez, à ces aléas commerciaux, il faut investir en temps et en énergie. Euh, J'en parle régulièrement avec les domaines que j'accompagne. Euh, Penser à vendre uniquement quand on prépare ses tarifs et au moment des salons professionnels, c'est évidemment pas suffisant. Avant, avec quelques emails, on arrivait à relancer. Maintenant, il faut prendre le téléphone. Donc voilà, on peut estimer que il faut à peu près 2 fois plus de temps pour le commerce qu'avant. Alors, c'est évidemment très compliqué quand on a un profil ultra polyvalent en étant à la vigne, au chai et au commerce. Néanmoins, c'est le nerf de la guerre, quoi. S'il n'y a pas de vente, c'est évidemment très compliqué. Donc, à la fois sur le marketing et la communication, et évidemment sur le commerce, hein. Marketing et communication, notamment pour réfléchir à tout ce qui va vous différencier, avec le but de ne pas utiliser les mêmes arguments que ses voisins. Donc, par exemple, dire qu'on respecte son terroir, dire qu'on est un vigneron passionné, dire qu'on est ouvert à la modernité, mais qu'on suit la tradition de la région. Tout ça, c'est pas du tout différenciant. Et donc, du coup, il y a un vrai travail de fond à réaliser pour être le plus différenciant possible et que ça vous corresponde vraiment. On risque d'avoir évidemment une hausse potentielle du foncier, rendant l'installation plus difficile, notamment parce qu'on va avoir si vous voulez, une sélection des meilleurs terroirs, hein, petit à petit. Donc, on va sans doute avoir finalement un certain équilibre parce que malheureusement, on risque d'avoir certaines entreprises qui auront du mal à tenir. Et donc, finalement, entre ces domaines qui seront un peu sur le fil et puis une baisse, si vous voulez, des zones les plus intéressantes, on risque d'avoir du coup un équilibre. On aura probablement des domaines qui vont être pris par nos groupes, des marques, des fonds d'investissement. C'est quelque chose qui est évidemment très fort dans d'autres régions. Je pense notamment à Bordeaux, mais on aura probablement le cas sur d'autres régions et notamment sur la Loire. Et puis, évidemment, c'est pas souhaitable et on peut imaginer que ça ne sera pas le cas, mais on peut avoir éventuellement une certaine tension entre des anciens vignerons et puis des nouveaux entrants capitalisés avec une vision différente, avec une vision peut-être plus business par rapport à des nouvelles personnes qui arriveront sur le marché et une manière aussi de travailler un peu différente, peut-être des anciens vignerons qui seront un peu plus résistants au changement et qui verront un peu plus sur le long terme sur l'aspect patrimoine, et puis des nouveaux entrants qui voudront que les choses bougent, qu'elles aillent plus vite. Voilà. Heureusement, c'est pas trop le cas aujourd'hui, mais ça peut arriver. Voilà un petit peu sur l'aspect économie et marché.
Je vous propose à présent d'aborder l'aspect structure et territoire. Donc, il y a des choses qui se recoupent par rapport à ce qu'on a dit. Donc, on voit, si vous voulez, cette vigneronne, qu'est-ce que ça représente? Bah, ça représente un gros domaine à droite, une belle maison avec des vignes, voilà, bien en forme, etc., bien en rang, a priori avec une localisation possible. Et puis à gauche, une petite maison un petit peu à l'abandon avec des vignes, voilà, qui donnent un petit peu moins. Donc la question se pose, voilà, sur cette, comment dirais-je, euh, ce décalage éventuel entre différentes exploitations. Cette polarisation, comme je disais, euh, j'accompagne plusieurs domaines qui sont assez petits. Le côté un petit peu petit mais costaud, si vous voulez. Et puis, d'un autre côté, on va avoir des plutôt grandes entités à plus de 50 hectares. En anglais, on dit too big to fail, donc trop gros pour échouer, quoi. On voit qu'il y a un modèle qui peut être intéressant d'une dizaine d'hectares. C'est-à-dire que on va, en termes de production, optimiser les choses. Par exemple, si on est en bio, on va pouvoir traiter en une journée tout. On va avoir pas trop de production, mais bien valorisé. En termes de ressources humaines, on n'aura du coup pas besoin de trop de personnes. Et ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Et au contraire, on va avoir des grandes entités qui, elles, vont chercher, voilà, à faire des volumes avec une vision, je dirais, un peu plus rationalisée de la production. Et a priori, entre les deux, bah, on ne sait pas trop sur quel pied danser. C'est vrai que, par exemple, sur 30 ou 40 hectares, on se rend compte qu'on a quand même pas mal de volume à vendre. Et en même temps, c'est difficile de tout bien valoriser sur toute cette production, quoi. Donc, je pense que sur des nouveaux venus, on va avoir de plus en plus de petits domaines. Ça sera aussi évidemment plus facile d'investir sur des petites surfaces. Pourquoi pas avec aussi du matériel mis en commun, etc. Mais c'est vrai que sur des exploitations, comme on voit aujourd'hui, d'une trentaine d'hectares, bah, on est un peu entre les deux, quoi. C'est difficile de valoriser autant sans avoir les avantages de l'économie d'échelle, si vous voulez. On a malheureusement aussi une difficulté croissante à recruter, hein, notamment sur l'aspect production. Voilà, des tractoristes, c'est évidemment très compliqué à recruter. Alors, on voit hein, qu'il y a une augmentation aussi des salaires pour compenser, pour attirer, mais ça reste compliqué. C'est quelque chose qui attire moins, alors que voilà, les conditions peuvent être assez intéressantes. Développement du coup du travail en prestation, euh, sur l'aspect de taille, pourquoi pas même traitement, vendange, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, qui va se développer pour compenser la difficulté à recruter des salariés. Éventuellement, reconversion possible de certaines zones ou de zones marginales. Je vous disais que bah, les zones les plus gélives risquent de plus être voilà, en vigne. On peut avoir aussi une urbanisation qui va jouer. Et donc, du coup, voilà, certaines zones qui étaient en vigne qui reviendraient sur d'autres cultures. Et puis, évidemment, on a parlé du vieillissement de la population. Elle implique aussi le vieillissement des vignerons et des vignerons, avec bah, à peu près un tiers qui partira à la retraite dans les 10 ans. C'est Interlord qui le dit. Et donc, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, avec bah, des opportunités, parce que ce sont des domaines qu'il faudra reprendre. Est-ce qu'ils retrouveront des repreneurs aussi? C'est des questions qui se posent. Alors, les conséquences de ça, quelles sont-elles? Ben, on risque d'avoir une polarisation des modèles économiques et des capacités d'investissement entre un petit domaine de 10-15 hectares et un gros domaine de plus de 50 hectares. Donc, on aura deux modèles différents, mais qui peuvent, si vous voulez, vivre l'un à côté de l'autre, quoi. Un peu comme on aurait des, entre guillemets, des bières industrielles et des bières artisanales. Le problème étant que, voilà, bière industrielle, on n'est pas trop sur l'image du vin, quoi. Donc, on est vraiment sur un autre modèle. Moindre maîtrise directe du travail de la vigne, malheureusement, c'est-à-dire que bah, en travaillant, en sous-traitant des choses, on risque aussi de perdre en compétences, en savoir-faire, une perte aussi du lien au sol. Donc évidemment, c'est un risque hein, de ne pas perdre ses connaissances parce qu'on fait travailler quelqu'un à notre place, quoi. Il y a déjà depuis un moment, évidemment, des mutualisations de certaines ressources, mais on voit notamment pour les recrutements avec des GIE la possibilité de recruter des personnes à plusieurs.
et c'est évidemment quelque chose qui est amené à se développer. La conséquence de ça, c'est probablement un certain équilibre entre l'offre et la demande. Donc, en espérant que les personnes qui arrêteront du coup leur activité le fassent dans les meilleures conditions possibles. Mais on aura voilà, sans doute ce point entre moins de production à venir, a priori, entre vieillissement de la population et puis baisse aussi pour des questions climatiques. Euh, et puis par rapport à cette baisse de l'offre qui va répondre aussi à la baisse du marché. Voilà. Et puis pour finir sur l'aspect culture et identité. Culture et identité, donc c'est quelque chose évidemment qui est important dans le monde du vin. Quels sont les effets attendus? Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a très probablement des cépages qu'on avait un peu oubliés qui vont revenir, hein. C'est déjà le cas. Je pense par exemple au Pinot Donis, voilà, mais il y en a d'autres, le Gros Lot ou d'autres. Dans chaque région, il y a des cépages qui avaient été un peu mis de côté. C'est évidemment quelque chose d'intéressant puisque ça permet d'apporter aussi du nouveau et ça permet de répondre à un style de vin plus porteur. Néanmoins, ce qui est particulier, c'est qu'on va avoir une recherche de singularité, de vin un peu identitaire. Euh, Globalement, on est sur une consommation de plus en plus individualisée dans le sens où on veut montrer d'une certaine manière qu'on a trouvé des choses que les autres n'ont pas. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous disais, on pourrait avoir de plus en plus des tout petits domaines ou alors des micro-cuvées qui vont permettre de répondre à un besoin de singularité. Contrario, ce qui est un peu étonnant, c'est que sur le goût, on va avoir une certaine mondialisation des goûts avec finalement avant certains vins qui étaient très tanniques, d'autres un peu plus sur l'acidité, etc. Et on va avoir malgré tout une certaine standardisation avec beaucoup de guillemets des goûts sur des rouges pas trop tanniques, un peu plus souples, sur le fruit, sur des blancs aromatiques mais pas trop boisés, etc., etc. Donc, c'est un peu antinomique, c'est-à-dire que on va avoir sans doute une fermeture un petit peu du style des vins, des vins qui étaient très légers, je pense peut-être à des vins de Savoie, par exemple. Bah, même eux, on va essayer d'avoir un peu plus de matière, etc. Des vins qui étaient un peu plus voilà, sur la puissance, ils vont avoir tendance un petit peu à s'assagir, entre guillemets. Donc, on va avoir finalement une mondialisation de ces goûts, mais en même temps, chaque consommateur qui va chercher un certain besoin d'originalité, d'authenticité. Voilà. Donc, ce besoin d'origine, d'authenticité va pas forcément venir du style gustatif du vin, mais de choses qu'il y a autour, le mode de culture, la personnalité de la vigneronne et du vigneron et d'autres choses comme ça. Les conséquences, quelles sont-elles? Bah, évidemment, une opportunité d'affirmer une identité plus forte grâce à des cépages. Alors, je pense notamment aux cépages de la Loire, le Chenin, le Gros Lot, le Pinot Donis et bien d'autres. Il y en a d'autres, hein, il y en a dans chaque région. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Ça apporte du nouveau aussi. On va aussi avoir la nécessité d'un récit collectif puissant et différenciant. C'est-à-dire que à la fois d'un côté collectif, mais aussi individuel, il va falloir chercher les bons termes pour se différencier et ne pas utiliser voilà, les termes dont je vous ai parlé, le respect du terroir, la passion, etc., des choses que tout le monde peut raconter, si vous voulez. Voilà. Donc, il va falloir se donner du mal pour raconter des choses nouvelles et différenciantes qui correspondent à une réalité déjà, mais qui ne sont pas mises en valeur. Probablement tension entre innovation nécessaire et cadre réglementaire. Néanmoins, le cadre réglementaire, notamment les cahiers des charges, c'est les producteurs qui le définissent, hein. Donc, on a les clés quand même pour, pour faire évoluer des choses. Éventuellement, certains producteurs qui sortiraient d'AOC, d'AOP pour gagner sur une forme de liberté. Alors, ça existe déjà, mais on peut imaginer que sur une gamme, il y a des vins en vin de France et des autres en AOC. Voilà, c'est toute la logique de gamme qui est intéressante à réfléchir. Et donc, voilà un petit peu sur sur cet aspect conséquence, quoi. Voilà, donc vous voyez qu'il y a pas mal de sujets qui abordent différentes thématiques.
Sur l'aspect environnement et climat, technologie, innovation, société et consommation, économie et marché, structure et puis culture. Des choses qui se compensent éventuellement. Une baisse de la production qui pourrait être compensée par une baisse de la consommation. La conclusion de ça, c'est quoi? Bah, je vous les donne, hein, quelques bonnes pratiques et bonnes questions à se poser. La première, évidemment, c'est d'essayer de piloter un maximum de choses. Piloter notamment sa production. Alors, piloter sa production, c'est quoi? Bah, déjà, c'est analyser sa gamme. Analyser sa gamme, c'est quoi? C'est regarder d'un point de vue production ce que vous faites cuvée par cuvée, avec quel coût de production, avec quelle marge. Donc ça, ce sont des chiffres qui sont tout à fait possibles, notamment évidemment avec l'appui du CERFRANS. Calculer ses coûts de production, c'est pas forcément très compliqué. Calculer ses prix moyens de vente, vous pouvez les sortir facilement. Et donc, calculer ses marges, c'est possible. À partir de là, on peut regarder celles qui fonctionnent bien, celles qui fonctionnent moins bien, pour lesquelles on a des stocks. On peut ajuster les choses d'une année sur l'autre ou sur 2, 3 ans. S'il y a certaines cuvées qui ne fonctionnent pas, bah, il faut clairement penser à les stopper. Ça paraît évident, mais je vois beaucoup de domaines qui n'osent pas trop toucher à leur gamme et qui ont plutôt tendance à rajouter des cuvées. Ces cuvées, il faut qu'elles correspondent à vos marchés aussi. Réaliser par exemple une cuvée sans soufre quand vous produisez, quand vous vendez par exemple uniquement à la GD, c'est compliqué. Voilà. Donc il faut bien réfléchir aux besoins aussi du marché. Donc il y a l'aspect économique, il y a l'aspect commercial, et puis il y a aussi l'aspect marketing. Sur votre gamme, quel est le message que chaque cuvée donne? Est-ce que c'est la mise en avant d'une typicité de votre appellation? Est-ce que c'est la mise en avant d'une parcelle? Est-ce que c'est la mise en avant d'une maîtrise, par exemple, d'une vinification en amphore, sans soufre, sous bois, etc., etc. Donc ça, c'est cette analyse de gamme, elle est vraiment importante. Piloter sa production, mais aussi sa distribution. Sa distribution, c'est par exemple de regarder un peu plus ses chiffres, sortir ses chiffres tous les mois, regarder les prix moyens de vente, regarder les volumes, regarder le chiffre d'affaires, le regarder sur 12 mois glissants, voir comment ils évoluent, regarder aussi le top 20 de vos clients, ce qu'ils représentent. Est-ce que vous avez une distribution qui est assez diversifiée? Est-ce qu'il n'y a pas un client qui ferait, par exemple, plus de 15% de vente? Regardez où il y a des opportunités aussi hein, par rapport au marché. Vous avez beaucoup d'études de marché qui existent, notamment enfin, qui viennent d'Interloire pour ceux qui sont dans la Loire. Mais chaque région a évidemment des super études statistiques. Ça vous permet de savoir un petit peu où est-ce que vous pouvez aller. Voilà. Est-ce que votre production correspond à votre distribution? Est-ce que votre discours correspond à votre distribution? Donc, tout ça, c'est des choses qui sont tout à fait pilotables, si vous voulez. Et une fois que vous avez une bonne image de votre production, de votre distribution, là, on peut commencer à mettre en place des choses. La première, évidemment, ça va être d'essayer de diversifier sa distribution avec bah, du coup tous les outils qu'il faut mettre en place pour diversifier sa distribution, c'est-à-dire tout ce qui va être politique tarifaire, grille tarifaire, argumentaire, et puis aussi sur l'aspect communication. Avant de se lancer dans des nouvelles étiquettes, il faut d'abord réfléchir au fond, à ce qu'on veut raconter, à ce qu'on va appeler la plateforme de marque. Qu'est-ce qui me différencie de mes collègues, quoi. Et une fois qu'on a trouvé quelques axes de communication, on va, dans un deuxième temps, pouvoir mettre à jour ces outils d'aide à la vente. Donc, mettre à jour son site Internet, mettre à jour ses réseaux sociaux, mettre à jour éventuellement les événements qu'on va avoir sur le domaine ou en allant présenter ses vins, peut-être une présentation professionnelle, peut-être même un aspect graphique, voilà, sur des étiquettes, sur une charte graphique, sur des logos, des choses qui sont aussi à développer, encore une fois, pour se rendre différenciant. Et ça peut être fait au niveau de vos entreprises, mais aussi au niveau collectif. Alors malheureusement, en ce moment, on sent que dans plusieurs appellations, le côté collectif est un peu freiné, bah, tout simplement parce que on s'enferme un peu sur soi-même, on se dit, bon, je galère un peu avant, donc j'y passerai un peu plus de temps plus tard sur l'appellation, quoi. Voilà. Bon, ça se comprend, quoi. Si on galère un petit peu au niveau individuel, bah, on passe le collectif après. Néanmoins,
Il y a évidemment la même chose à réaliser d'un point de vue collectif, notamment sur des outils de différenciation, sur des appellations, etc., pour justement se différencier et avoir des arguments bah, pour être dans ceux qui s'en sortiront pardon, le mieux d'ici 2040. Enfin, organiser et animer ses ventes. Alors, vous allez me dire, c'est encore quelque chose en plus qu'on a à faire. Bah, malheureusement, oui. Mais il y a aussi des questions de gestion du temps qui peuvent être abordées. Organiser et animer ses ventes, bah, en gros, c'est passer un peu plus de temps, prioriser un peu plus ses ventes. Relancer par exemple des clients qui n'auraient pas commandé depuis 3, 4, 5 mois. Je vous engage d'ailleurs à regarder différents webinaires d'AOC Conseil qui ont été réalisés sur ces sujets-là. Animer aussi ses ventes, c'est-à-dire aider ses clients à vider les stocks, être à leur écoute aussi, parce que eux ont souvent aussi des bonnes idées pour aider à vider les stocks. Donc, ça peut être une soirée dégustation, ça peut être un dîner, ça peut être une présentation des vins aux forces de vente. Il y a beaucoup de choses qui peuvent exister, quoi. Voilà. Donc, si vous voulez, en guise de conclusion, je vous rassure, il y a évidemment des raisons d'espérer. Euh, c'est évidemment un moment un peu compliqué hein, pour la filière vin. Et en fait, si vous voulez, c'est ceux qui se prépareront le mieux qui s'en sortiront le mieux. Donc, il y a vraiment cette préparation qu'il faut avoir en tête. Alors, quels sont qu'est-ce qu'il faut finalement avoir en tête? C'est cette phrase que j'aime beaucoup, c'est une des clés du succès, c'est la confiance en soi. Donc, rassurez-vous, hein, moi, dans les domaines que je vois, il y a de quoi avoir confiance en soi. Par contre, une des clés de la confiance en soi, c'est la préparation. Voilà. Et donc, bah, à vous, si vous voulez, de faire tout pour que vous soyez bien préparé. Et ça part, si vous voulez, par des indicateurs de pilotage. Et puis, évidemment, pourquoi pas aussi par un accompagnement voilà, avec AOC Conseil. On a notamment l'habitude de réaliser des diagnostics flash qui ont l'intérêt d'être gratuits et sans engagement et qui permettent, si vous voulez, de faire un état des lieux par rapport à ce que je vous ai un petit peu dit sur l'outil de production, le commerce, voilà, pas mal de choses comme ça. Mais déjà, il y a des choses qui peuvent être voilà, réalisées aujourd'hui. Donc, je vous engage, voilà, encore une fois, ces différentes pratiques et questions à vous les approprier et vraiment à regarder ce qui se passe chez vous. Parce que très souvent, on va avoir des retours de ses collègues, mais on ne va pas forcément regarder ses propres chiffres. Donc, c'est pas parce que votre collègue il est à moins 20% que vous, c'est normal que vous soyez à moins 20%, par exemple. Peut-être que lui, il est à plus 5%, mais ce qui vous passe, c'est qu'ils vont à des prix plus bas que vous, et puis ils vendent une grosse partie au négoce en vrac à des prix à la limite de la rentabilité, voire en dessous de la rentabilité. Donc, prenez vos propres chiffres pour vraiment avoir une vision claire et exacte de la réalité. Voilà ce que je voulais un petit peu vous dire. Un grand merci à tous. À bientôt. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir.